Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve en ce dimanche pour une vidéo à mi-chemin entre le tuto et la découverte. Et concrètement, lors du Flutter Forward, Google nous a parlé de l'Element Embedding sur le web et il nous en fait une démo de ce qu'il est possible d'obtenir. Donc l'idée de cette vidéo, c'est justement qu'on va décortiquer cette démo pour voir les différentes possibilités, mais surtout lire le code qui est derrière. Sachant qu'avant toute chose, cette démo elle nécessite Dart 3, il faudra donc que vous soyez un tout petit peu patient si vous voulez l'utiliser, car pour rappel, le langage n'est qu'en version preview pour le moment sur la version 3. Dans un premier temps, pour ce qui est du code, vous pouvez le télécharger dans la partie Samples sur GitHub, puis dans les expérimentations. Là-dessus, vous allez obtenir un code qui ne fonctionne qu'avec le web. Pour commencer, on va regarder ce qu'il permet d'obtenir, et si on lance le site, il est découpé en plusieurs parties. D'une manière générale, sur la gauche, c'est fait avec du HTML, CSS et JS, et sur la droite, c'est l'application en Flutter. Mais plus précisément sur la gauche en haut, la partie Effects, c'est du pur HTML, CSS, qui appelle du JavaScript, qui lui-même fera des modifs CSS. Alors qu'en dessous, c'est du JavaScript qui est relié avec l'application Flutter, car vous avez peut-être déjà entendu parler de l'interop avec FFIGN ou GNIGN, et bien il existe la même chose, mais avec du JavaScript, ce qui permet donc de lier du code Dart avec du code JavaScript. Bon, je vais quand même pas vous faire l'offense de tester le compteur, mais si on regarde dans les effets en haut, ce sont bien des modifs qui sont faits en CSS. Dans le drop-down des écrans, 3 sont possibles, afficher le fameux compteur, montrer un champ texte et enfin avoir un compteur de caractères. Je vais pas aller plus loin sur la démo car on va maintenant s'intéresser au code. Déjà dans les dépendances, vous allez noter qu'il y a la lib.js qui permet justement de faire l'interop. Alors faites bien attention car le nom utilisé peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas des API JS en Dart, mais du package JS qui en plus est fait par l'équipe Dart. Finalement c'est pas génial comme nom, mais bref. Ensuite, avant que je vous montre le projet en Dart, on va regarder le dossier web. Concrètement, dans le fichier HTML, on retrouve l'intégration classique du JS de Flutter dans la partie head, puis en dessous, dans le body, on arrive dans une section article qui affiche un div Flutter Target, mais qui ne fait rien pour le moment. Puis on tombe sur du HTML classique, et en réalité ça correspond au bouton de la partie hot avec les effects, et un peu plus bas, il y a celle qui est reliée à l'interop JS. Et enfin, on arrive sur 3 scripts en JavaScript. Le premier s'occupe de charger le moteur Flutter. Alors concrètement, quand la page est chargée, on lance le code en Flutter que l'on vient ensuite mettre dans la div Flutter Target que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est bien de l'asynchrone et rien n'est bloquant ici. Puis on a 2 JS, un pour l'interop Dart et l'autre pour les démos avec le CSS. Et justement, on va regarder celui sur la partie CSS où au final c'est assez simple. Sur chacun des boutons, on applique des modifs. Bon là-dessus, même si vous avez jamais vraiment fait de web à outrance, vous devriez comprendre. Pour ce qui est de l'autre fichier JS, je vous montre simplement le début du code qui fait appel à stateSet et AppState qui sont dans l'objet window. Mais avant que je vous montre la suite du JS, on va voir ce qui se passe en Dart pour mieux comprendre. Dans l'idée, on a un widget MyApp dont l'objectif est de faire le switch entre les 3 démos, à savoir le compteur, celui avec les text fields et encore le compteur de caractères. Mais si on regarde bien, les fameux AppState et stateSet sont définis ici. Tout ça, ça passe par la lib.js sur laquelle on a défini un attribut AppState qui est en fait un lien avec la classe sur laquelle on se trouve, c'est-à-dire le state du MyApp. Puis on appelle en dessous la méthode stateSet sur le JS en ne lui donnant aucun paramètre. A noter aussi qu'on retrouve sur ce widget un stream controller dont l'objectif c'est d'envoyer l'équivalent du setStateFlutter, mais dans le JavaScript, mais j'y reviens vite dessus. On voit aussi que la classe qui contient l'état est marquée comme JXExport, ce qui est une obligation ici. Puis un peu plus bas, on voit qu'on a la méthode increment classique du compteur sur lequel on a ajouté la notation JSExport. L'idée c'est que cette méthode va pouvoir être appelée depuis le JS grâce à ça. Et comme vous le voyez, le fameux stream controller est appelé pour dire attention, le Dart a changé. Justement, on a la méthode addHandler qui va permettre au JS de s'abonner aux notifications du stream controller. Puis ensuite, on a encore 2 autres méthodes accessibles depuis le JS, à savoir la valeur du compteur actuel et permettre de changer la démo visible. Voilà tout pour cette classe MyApp en Dart, donc si je simplifie, on a des méthodes avec des annotations, un AppState qui désigne l'accès à cette classe depuis le JS, puis un stateSet qui est lancé dès que l'écran web s'affiche, et enfin un handler qui est là quand il faut que la partie web se rafraîchisse. Si on regarde ensuite démo par démo pour le compteur, c'est du classique. Simplement, ils ont fait ça un peu cradement, je trouve, car la valeur n'est pas gérée dans le widget compteur, mais plutôt dans le MyApp. Ça a pour avantage de pouvoir conserver la valeur, mais il y a quand même des manières un peu plus élégantes de faire ça. Ensuite, pour la démo du text field, c'est ultra basique, juste un widget qui en affiche un.
Et pour la démo du compteur de caractères, c'est un peu plus de code, mais là aussi, rien de passionnant si vous avez déjà fait un text field, mais cette fois-ci avec un listener. Bon ok, du coup, on a vu toute la partie en Dart, on va donc retourner sur le JS pour comprendre ce que fait le fichier JS où on s'était arrêté tout à l'heure. Déjà, on comprend mieux que le stateSet sert à être notifié quand le Dart est prêt, et vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a un singleton pour éviter que le code ne soit appelé plusieurs fois. Puis on récupère le AppState, c'est-à-dire notre classe. L'idée c'est d'afficher dans un premier temps la valeur du compteur flotteur dans le HTML. Et si vous vous souvenez, il y avait un handler qui notifiait quand le code Dart changeait. C'est pour ça que dans le JS, il s'y abonne et ça va faire changer la valeur en appelant la méthode count du Dart, qui pour rappel était bien une méthode exportée avec la notation. Puis si on regarde un peu plus bas sur le bouton HTML increment, on met un click listener qui appelle la méthode de notre classe Dart. Idem pour le fait de changer d'écran et c'est à peu près tout. A noter que le changement d'écran des deux côtés se fait pour le moment en dur, ce qui est un peu risqué car personne ne se rendra compte des potentielles erreurs à la compilation. Voilà donc comment fonctionne cette démo qui au final n'est pas si complexe. Il faut simplement bien comprendre qu'on fait le lien avec le code en Dart avec le AppState et que le JS est rafraîchi avec le stateSet. Pour finir, on va quand même mieux regarder cette bibliothèque JS pour comprendre son fonctionnement car on ne l'a utilisé au final que via le stateSet. Si on la lit, il nous explique déjà qu'ils utilisent de l'interop statique, car auparavant c'était dynamique, mais que cela pouvait poser des problèmes de performance, de détection des types ou encore d'incompatibilité avec le futur WebAssembly. Pour ce qui est des annotations, il y a le JS export que l'on a vu dans le code Dart et on voit un peu plus clair ici. En gros, on nous explique que pour faire du Dart vers du JS, il faudrait normalement mettre l'attribut allow interop partout, mais finalement cette annotation le fait pour nous en passant pour cela par la méthode createDartExport. Alors là aussi, on va bien regarder le code pour comprendre. On a une classe counter qui a une méthode pour incrémenter, sachant que comme vous le voyez, on peut renommer une méthode, voire même une classe aussi, et il y a également un attribut. Puis ensuite, on définit un static interop avec une sorte d'interface qu'ils appellent le JS counter. Et sur le bas, on dit « Ok, crée-moi l'objet Dart counter, mais qui en réalité correspond au JS counter. » Et ensuite, on peut faire toutes les manips dessus qu'on veut. Mais ça, c'est vraiment si vous voulez faire du pur Dart avec du web, chose qu'on n'a pas fait totalement ici car il y avait du Flutter en plus. Finalement, pour juste être bien sûr de ne pas vous mélanger les pinceaux, la libJS permet d'appeler dans les deux sens du JS et du Dart, et pour ce qui est du Flutter, on vient l'utiliser pour se greffer au cycle de vie, ce qui est légèrement différent, typiquement avec le initState et consorts. Voilà, j'espère vous avoir démystifié un tout petit peu ce fameux element embedding que je trouve d'ailleurs assez honnêtement assez peu clair comme terme. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, mais bon, il faudra bien attendre Dart 3, car en l'état Flutter 3.7 force la libJS en version 0.6.5, mais les annotations JS export ne sont là que depuis la 0.6.6. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, mais ici c'est bien une version sans WebAssembly qui est utilisée pendant le développement. Par contre, on peut bien demander à le générer avec, mais je vous réserve une autre vidéo sur ce sujet, histoire de ne pas mélanger des choux et des carottes, comme le dit l'expression. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.